Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour un nouveau numéro de Israël demain. Une fois de plus, nous sommes à Ra'anana pour cette fois-ci parler d'un domaine, on va dire un domaine très à la mode, on va dire, et dont on entend aussi beaucoup parler. Il s'agit de la cybersécurité et pour en parler, nous sommes avec Stéphane Ayash. Bonjour Stéphane, on peut dire que vous êtes le spécialiste de la cybersécurité ? Non, pas vraiment. un des spécialistes. Voilà, ça fait quelques années que je travaille dans le domaine. En tout cas, vous allez nous expliquer ce domaine dans cette émission. On va parler donc de cybersécurité, mais on va commencer par parler de vous, de votre parcours. Vous êtes en Israël depuis combien de temps, Stéphane ? Ça fait depuis 2005. 2005 en Israël. Et comment vous êtes arrivé à parler de cybersécurité, à vous intéresser à ce domaine ? Donc, je suis ingénieur de formation en France. J'ai travaillé plus de 22 ans pour un système intégrateur. Donc, ce sont des sociétés qui font du logiciel sur mesure pour des industriels. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec Israël dans les années 2000. Et à l'issue de ça, en 2005, ma société m'a demandé de venir ouvrir un bureau d'open innovation en Israël. D'accord. Et donc, j'ai eu l'occasion de découvrir l'écosystème, qui est juste extraordinaire, on va en parler. Ouais. Et notamment dans la cybersécurité, qui est une spécialité israélienne. C'est à ce moment-là que vous avez décidé de faire votre alia aussi ? Oui. Vous avez décidé de faire votre alia et de vous installer. Donc, vous êtes installé à Ra'anana. Et alors, on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, comment on peut définir la cybersécurité ? Qu'est-ce que c'est la cybersécurité ? Alors, pour répondre avec une analogie, avant de rentrer dans des termes un petit peu techniques, c'est comme si en fait, vous avez une maison, d'accord, et vous voulez la protéger. Ouais. Donc, vous devez mettre des fenêtres, des portes, d'accord, des serrures. Donc, vous voulez protéger votre bien. Donc, la cybersécurité va permettre de protéger en fait vos données. Tout ce qui est cyber, tout ce qui est effectivement sur Internet, vos informations sur votre PC, vos serveurs. Et donc, comment la cybersécurité va permettre en fait de protéger ces données avec des mesures liées en fait à l'humain, liées en fait avec des technologies et des mesures liées en fait à des processus. Si vous dites qu'il faut protéger les données, ça veut dire qu'il y a des tentatives d'attaque ? Oui, de la manière que vous avez une maison, quelqu'un peut ou pas rentrer chez vous, d'accord, quand vous n'êtes pas là, donc un cambrioleur, il peut y avoir des cambrioleurs d'informations. Et donc, c'est plus ou moins simple de rentrer si vous avez une alarme, une porte blindée. De la même manière sur les ordinateurs, si vous avez des données qui sont uniquement déposées sur un ordinateur, ça peut amener des convoitises. En fait. Donc en fait, ça va être la protection, tout ce qui touche à la cybersécurité, ça va être la protection des données d'un ordinateur ou d'une société. Alors voilà, donc les données, parce que c'est le bien, je dirais, qui est très important, mais les ordinateurs, donc à la fois ordinateurs, serveurs, infrastructures, véhicules, puisque les véhicules qui arrivent autonomes sont truffés d'informatique, communicants, et donc il faut les protéger également. Alors ce sont des exemples, il y a d'autres exemples encore de cybersécurité, de protection, plus exactement de produits qui doivent être protégés ? Oui, alors on va en parler, parce qu'il y a avant d'arriver au produit, et pour être capable en fait d'apprécier la nuance de pourquoi un produit est mieux que, pourquoi Israël génère énormément d'innovation dans ce domaine-là, il faut comprendre ce que c'est et comment on peut mesurer la cybersécurité. Puisque tout le monde en fait, tous les pays en font. Pourquoi Israël est vraiment, factuellement, en avance dans ce domaine. Donc pourquoi Israël est aujourd'hui en avance ? Alors, je vais répondre à la question, mais juste pour comprendre, avec un petit 2-3 mots de vocabulaire, pour comprendre, parce qu'on entend parler tous de mots-clés, on entend parler de virus, d'antivirus, de ransomware. Donc ce sont des mots qui reviennent. Juste pour comprendre ce que ça veut dire, très simplement, un virus informatique et un morceau de logiciel qu'on va mettre dans un document, par exemple, ou qu'on va envoyer, qui va, générer un dégât quelque part. D'accord. Donc, une fois qu'il a fait un dégât, les spécialistes des antivirus vont l'identifier, vont lui mettre un petit nom, vont mettre une signature à ce morceau de logiciel-là, et vont dire, voilà, tu t'appelles Toto, et avec telle signature. Et donc, du coup, ils vont alimenter toutes les bases de données d'antivirus pour que si moi j'étais attaqué et que
on a eu l'information. Vous qui avez installé un antivirus, il va être mis à jour avec toutes les signatures. D'accord. Donc, vous avez profité de mon expérience. Donc mon système va être protégé. Il va, par l'auto-apprentissage, va effectivement dire, voilà, si maintenant vous recevez un document avec ce virus-là, dont la signature correspond à Toto, l'antivirus va dire, hop, stop là, je connais, donc on va traiter ton fichier, on va mettre de côté, ainsi de suite. Donc ça, c'est les antivirus traditionnels. D'accord. Anti-malware ou malware, en fait, ce sont des morceaux de logiciels qui ont été faits spécifiquement, qui n'ont pas de signature. Donc qui sont plus difficiles à reconnaître. Ils ne peuvent pas être reconnus. Ils ne peuvent pas être reconnus. Alors comment on se protège d'eux? Voilà, donc il y a plusieurs solutions. Donc avant de rentrer, en fait, d'expliquer dans le comment on peut attaquer. C'est ça. Quelles sont les attaques? Et pourquoi on attaque surtout aussi? Alors pourquoi on attaque? On n'arrête pas la créativité humaine, à la fois dans le bien que dans le moins bien. Donc vous avez un moyen de pouvoir... Généralement, c'est gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour monétiser, on va en parler. Mais 80% des attaques, on commence à avoir des chiffres clairs. 80% des attaques qui arrivent dans le monde et dans le 80% des industries se fait par une technique très simple qui est d'envoyer un email avec une pièce jointe dans lequel on y met un document, Word, Excel, PowerPoint, son ou image, dans lequel on va mettre un malware. Un malware est un petit morceau de logiciel qui va être encapsulé dans un document. C'est-à-dire que ça peut être un mail totalement anodin, tout à fait, avec une pièce jointe, et dans cette pièce jointe, lorsqu'on va ouvrir cette pièce jointe, en fait, ce malware va s'installer dans notre système. Et il va faire ce qu'on lui demande de faire, quoi. Donc si c'est détruire l'ordinateur, il va détruire. Si c'est rien faire, mais exfiltrer les informations, on verra, j'ai toute une liste de virus connus pour comprendre ce que ça veut dire. Mais c'est la technique la plus simple. Donc en fait, si vous n'êtes pas équipé d'antivirus ou d'anti-malware... Mais comment on fait pour le reconnaître, puisque vous dites qu'on n'arrive pas à les reconnaître? Voilà. Donc il y a plusieurs techniques. Aujourd'hui, juste pour comprendre le niveau d'attaque, d'accord? Qui est-ce qui est capable d'attaquer? En fait, on peut comprendre aisément que des États ont des moyens illimités et peuvent pénétrer ce qu'ils veulent. D'accord. Des concurrents qui veulent embêter une autre entreprise. Donc ils vont mettre de l'argent, ils vont faire un malware. Il va y avoir des groupes terroristes qui veulent faire des actions ça ne manque pas, en fait. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le plus gros risque, en fait, je parle dans une entreprise, et après on parlera dans le privé, ce ne sont pas ces cas-là. Ah oui. Le plus gros risque, ce sont les employés. Les employés même de l'entreprise? Oui, parce que plus l'entreprise est grande, plus on a d'employés, d'accord? Bien sûr. Et c'est plus simple de rentrer, puisqu'ils ont accès, ils sont déjà à l'intérieur, moyennant un mot de passe. Donc il faut voir qu'il y a un prix de marché qui est que si aujourd'hui, par exemple, on est collègues et je vois votre mot de passe, il coûte 1 000 €. Ah oui. Sur le marché noir. Il y a vraiment un marché. Il y a un marché noir. C'est quelque chose qu'on commerce. Tout à fait. Ouais. Donc du coup, pourquoi on hack? C'est pour commercialiser ou pour pour détruire. Alors, je parle de la France puisque de la même manière que dans tous les pays, mais en Europe c'est fédéré. Il y a des chiffres par rapport au type et au profil d'attaquants. Alors c'est assez intéressant. En fait, encore une fois, le 80% des attaques élucidées en France, c'est-à-dire que, imaginez, vous avez une attaque. C'est-à-dire qu'on infiltre un malware. Voilà, et puis vous êtes bloqué. Donc vous allez déposer plainte. Ouais. Donc il y a un bureau des investigations, d'accord, comme les criminels, mais au niveau cyber. Et puis il y a des experts qui vont décortiquer et qui vont essayer de comprendre d'où vient ce virus, d'accord. Bon, bien évidemment, la majorité des attaques sont faites hors de France, donc il faut passer aux collègues. Mais parmi les attaques qui ont été élucidées en France, on a un chiffre. Oui. 80% des attaques proviennent d'un certain type de profil d'individu. Ah, c'est-à-dire qu'on a réussi à définir le profil des individus qui sont censés ou qui sont plus tentés à mettre ce genre de... Avec des moyens adaptés, d'accord. Ce sont des jeunes déscolarisés, moins de 18 ans. Donc, c'est l'appât du gain. C'est l'appât du gain, mais facile.
Et c'est pour ça qu'ils se font attraper d'ailleurs. Parce que c'est pas des pros pour pouvoir se protéger. Mais donc avec très peu de moyens, en fait, ils arrivent à faire des éléments. Donc on a vu qui sont les attaquants, qui peut attaquer. Donc il y a cette nécessité maintenant de se protéger. Tout à fait. Alors, il y a juste un fléau qui est apparu en 2015, qui s'est amplifié et qui est encore juste incroyable en termes de force et de vigueur. C'est ce qu'on appelle les ransomware. Alors, explique-nous ce que c'est ça. Un ransomware, c'est quoi? En fait, c'est un malware qu'on va mettre dans un document, donc comme je l'ai expliqué, par exemple, ou dans une clé USB, peu importe, donc le moyen de rentrer. Et en fait, on ne va rien faire à vos données. On ne va pas les exfiltrer, on ne va pas les détruire, on va les encrypter. On va mettre un code qui fait que les données vont rester sur votre serveur ou votre ordinateur, mais vous ne pourrez pas les utiliser. Parce qu'il y a un nouveau... Il y a un code. Il y a un code. Il y a un code. Et là, vous êtes bloqué. On n'a plus accès aux données. Voilà. Et donc, les petits malins vont vous envoyer par mail ou par moyen un mot de passe en disant, voilà, c'est moi qui ai encrypté les données. D'accord? Si, pour trouver que c'est moi, rentre le code, je vais te décrypter un méga, tu vois que c'est moi. Maintenant, si tu veux que je te décrypte tout l'ordinateur, il faut payer. D'accord. Et tu me payes en argent virtuel. Et donc, c'est des ransomware. L'imagination humaine est assez importante. Voilà, et on n'arrête pas. Et ça, c'est le début. On n'arrête pas la créativité, je dis dans les deux sens, dans le bien ou dans le moins bien. Et donc, est apparu, donc ça, c'est quand même des personnes qui ont la capacité de faire un ransomware et puis de pouvoir faire ça. Est apparu un nouveau type de ransomware, des ransomware as a service. De service, c'est-à-dire des ransomware as a service. En fait, ce sont des bibliothèques de ransomware faites par des tiers qui peuvent être téléchargés par n'importe qui. D'accord. Et donc, dans la mesure où on collabore, on fait moitié-moitié. Donc, celui qui fournit le logiciel à 50% et celui qui fournit le client à 50%. Donc, c'est devenu un théâtre vraiment où il est nécessaire de se protéger. C'est devenu très dangereux, en fait. Alors, on n'a pas idée, en fait. On ne se rend pas compte. De la même manière qu'on ne pense pas sortir de sa maison sans fermer la porte, a priori, d'accord, et les fenêtres. On a tous nos ordinateurs ouverts. On ne se rend pas compte. C'est-à-dire, dès qu'on se connecte à Internet, on est c'est pas la peine. On est tous hackés, de toute la manière. C'est-à-dire que, en fait, c'est un petit peu pour faire le parallèle avec le corps humain, on a tous des bactéries qui vont se développer ou pas. Voilà. Donc, soit on a fait en sorte d'être propre, soit effectivement, à un moment donné, il va y avoir quelque chose. Pour vous donner des exemples de virus, alors ça fait peur, mais c'est la réalité, d'accord. En 2012, il y a eu un virus qui a été détecté qui s'appelle Flamme. Flamme, alors il y en a des tonnes de virus, mais bon, je prends des caractéristiques qui permettent en fait on s'est rendu compte en 2012 qu'il y avait un morceau de logiciel, d'accord, qui permettait de prendre possession de son smartphone ou de son ordinateur à distance. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait on peut écouter... On n'avait plus le contrôle. Non, on a le contrôle. On a le contrôle, simplement on peut écouter une conversation dans un endroit et utiliser la webcam. C'est pour ça qu'on met maintenant des petits caches sur les caméras. C'est vrai. Parce que on peut être dans un bureau et puis quelqu'un peut prendre le contrôle de tout. Et ça, on ne se rend pas compte. Et ça, on ne se rend pas compte. Et ça n'allume aucune LED et ça à distance. Exemple, voilà. Il y a, pour monter et vous donner un autre exemple, bon, je ne parle pas puisque c'est d'actualité, le virus Stuxnet. Je ne sais pas si ça vous parle. Stuxnet, c'est donc un virus dont on ne connaît pas la provenance, qui a détruit les centrales iraniennes. Ah oui, voilà. D'accord. Et donc, on ne va pas dire qui voilà, donc ça. Alors ce qui est assez drôle comme histoire, l'histoire c'est qu'en fait, donc un virus a permis de détruire en fait des centrifugeuses de marque allemande. Et quand ils se sont rendus compte qu'il y avait un logiciel dedans qui perturbait le fonctionnement, ils ont décidé de lancer un appel d'offres pour enlever ce virus. D'accord ? Bien sûr, des Israéliens ont levé la main, nous on veut bien venir, donc ils n'ont pas été retenus. Ce sont des Allemands qui ont été sollicités et ils ont extrait le virus. Le virus est maintenant sur Internet. D'accord ? Et quand ces Allemands ont analysé le virus, ils ont dit c'est pas possible. C'est un tel condensé de savoir et de contenu, très complexe. de complexité, il n'y a que 2 États dans le monde qui soient capables d'avoir, l'argent, de la connaissance pour le faire. Et juste pour donner un exemple de prix de ce petit morceau logiciel, ça équivaut
à 2 sous-marins nucléaires. Ah oui. Voilà, juste pour comprendre. Ouais. Ce petit morceau. C'est vraiment un enjeu extraordinaire. C'est un enjeu de fou, voilà, extraordinaire. Et donc, donc là, on est dans le domaine industriel. Bien sûr. Dans le domaine de la vie publique, il y a un virus là qui tourne depuis plusieurs années. Et des petits malins l'ont fait. Alors, on ne sait pas d'où ça vient. D'accord. Là, c'est dans l'escroquerie. Ils se sont rendus compte que dans les terminaux de distributeurs d'argent, d'accord, ils étaient donc monitorés 24 heures sur 24, on sait exactement ce qui se passe, il y a un poste de commandement, et en fait, des petits malins se sont rendus compte que derrière c'était du logiciel Windows, Oui. avec les avantages et les inconvénients des failles. Et donc ils ont réussi à inoculer en fait un malware, et en fait, un jour J, à une heure précise, le distributeur lâche tout l'argent qu'il a. Ah oui. Donc on ne sait pas dire où, puisque voilà. Mais donc, eux savent. Eux savent, donc, et c'est dans le monde entier. Donc ils font tous les pays, ils arrivent. Donc, c'est arrivé déjà? Ah, ça, partout. Donc il suffit d'arriver, ils mettent le sac de et on a le film, puisqu'il y a la caméra. Et donc ils mettent le sac, et puis en moins de 3 minutes, ils vident le distributeur, ils partent. Voilà. Ouais. Voilà. Donc vraiment, c'est des attaques dont on ne peut pas s'attendre d'abord, puisque c'est le but. Oui. Mais alors, justement, c'est là qu'intervient tout ce système de cybersécurité et tout ce système de protection qui est développé. Alors, comment on développe ce système de cybersécurité? Donc, on n'est pas rentré dans la technique, parce qu'il y a plusieurs façons d'approche. Il faut voir qu'à chaque problématique, il y a une solution. D'accord? C'est pas, on ne peut rien faire. D'accord? Ouais. En Israël, pour le moment, la solution, c'est après coup, c'est-à-dire que non. quand... Alors justement, ouais, donc il y a plusieurs éléments. En fait, la prévention est très importante. En Israël et en France en particulier aussi, il y a des autorités de régulation, d'accord. Et en France, il y a l'ANSSI, donc qui est une autorité qui dit voilà, on peut gérer 80% des attaques, on peut les éviter. Moyennant, les prévenir. On peut les éviter, moyennant des règles d'hygiène. D'accord. D'hygiène, donc se laver les mains, d'accord. Pareil au niveau, donc pour vous donner des exemples, faire d'abord des sauvegardes de ces données. Ça paraît bête, mais des sauvegardes sur 2 endroits différents et régulières. Mettre à jour ses antivirus. Oui. Bon, avoir un antivirus, bien évidemment. Déjà. Anti-malware, puisque de protection. Ne pas ouvrir des mails dont un petit peu suspicieux. On ne connaît pas la provenance aussi. Voilà. Avec, quand on lit le mail, on voit bien que c'est pas voilà. Donc, faire travailler la tête et faire en sorte qu'effectivement, on puisse travailler sur différents systèmes. Alors, maintenant, on a vu effectivement les risques qui sont juste énormes. Ce sont des enjeux. Hein. Beaucoup d'entreprises ne se rendent pas compte, mais elles jouent leur vie en négligeant en fait cette partie de cybersécurité. On parle des grosses entreprises, des assurances, des banques, même des petites, choses comme ça. même des petites, même des TPE-PME, même des cabinets d'avocats, des pharmaciens. Il y a des pharmaciens qui sont fait hacker, qui sont pris un ransomware, ils n'ont plus de comptabilité. Ouais. Donc ça arrive à tout le monde. Alors, c'est vraiment un fléau. En fait. C'est un fléau. C'est pour ça que c'est un enjeu national et Israël est vraiment réputé. Comment on l'explique justement qu'Israël est à ce niveau-là aussi réputé, aussi en avance? Alors d'abord, juste pour mesurer ce que ça veut dire, Israël c'est 0,1% de la population mondiale. Oui. 0,1%. D'accord ? C'est 10% des ventes mondiales en matière de cybersécurité. 10%. 10% des ventes mondiales. D'accord ? Ouais. C'est le deuxième. Une part de marché énorme. Une part de marché énorme. C'est complètement disproportionné par rapport à la population. Et c'est le deuxième centre de R&D au monde après les États-Unis. C'est le deuxième centre de R&D, de recherche et développement, en cybersécurité après les États-Unis. D'accord. Voilà, juste pour montrer le niveau de ce pays en matière de cybersécurité. Alors ça veut dire parce qu'Israël a été exposé à beaucoup d'attaques, c'est pour ça qu'elle est à ce niveau-là? Alors oui, je pense que il faut voir que donc chaque année, il y a des events de cybersécurité dans le monde entier, en Israël en particulier, sauf qu'à la différence de beaucoup de pays, c'est le Premier ministre qui vient faire l'introduction de ces events-là.
et qui, à chaque fois, le martèle. En matière de cybersécurité, Israël a mis ça comme une priorité nationale. Ouais. Ça veut dire quoi, une priorité nationale? Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus important que la cyber. C'est-à-dire qu'on va chercher les meilleurs talents, d'accord, pour les prendre et les mettre en cybersécurité et pas les mettre ailleurs. Ça veut dire aussi qu'il y a des budgets qui ont été débloqués par le gouvernement. Complètement. Dans notre langage informatique, c'est budget illimité, quoi. Ah oui. C'est-à-dire que la seule vérité en la matière, c'est de développer, d'essayer des voies complètement folles, j'en parlerai après, et d'essayer des choses pour que 80% des recherches tombent à l'eau. Par contre, le 20% qui est détecté. Et ça, vous l'expliquez aussi peut-être par le fait que la volonté de protéger le système militaire aussi particulièrement. D'abord militaire. Alors en fait, pour vous donner une analogie qui a été faite par quelqu'un une entreprise qui est venue en Israël et qui est venue pour voir pourquoi ce petit pays de 8 millions d'habitants génère plus d'innovation qu'un pays de 65 millions. Et donc ils sont venus, c'était organisé par le MATI, MEDEF, ouais. voilà. Et on m'a demandé d'aller avec eux et on a vu des choses extraordinaires. Alors ça veut dire quoi extraordinaire? Exemple, on est parti voir le poste de commandement des satellites. Ouais. Donc c'est des salles juste immenses, d'accord. Et là on voit des personnes qui savent faire, et puis ils pilotent, ils managent des satellites à MOS 3, MOS 4, très bien. Et donc il y a une personne qui dit, mais attendez, ok, mais il n'y a rien d'impressionnant. C'est tout le monde standard. la même chose. Voilà. En quoi vous êtes différent? Enfin, écoutez, là c'est tout ce qui est civil. Ce qui est civil, c'est l'équation entre la qualité et le prix. Okay, donc là, on a acheté de l'Alcatel, on l'a modifié, on l'a envoyé par Ariane, ça marche, super et tout. En matière de militaire, on a tout fait nous-mêmes. C'est-à-dire comment on a fait nous-mêmes? On a fait le satellite, on a fait le lanceur, on l'a lancé d'Israël, d'accord? Et il dit, mais le plus dur, c'est pas ça. Ah bon? Il dit, on nous a imposé dans le cahier des charges de lancer le satellite à contresens de la rotation de la Terre. C'est-à-dire normalement, on utilise... On en a déjà parlé de ce... Et donc, on l'a lancé à contresens. Mais pourquoi? Parce que si le satellite tombe en pays hostile, c'est plus compliqué pour le récupérer. Ouais. Il dit, grâce à Dieu, on l'a fait et maintenant, on le commercialise. Voilà, donc la contrainte crée l'action. Et pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, Israël s'est fait attaquer. Et s'est vite rendu compte que on peut avoir les meilleures armes, mais si on se fait infiltrer par cyber, on est juste inaudible et inefficace, quoi. Donc il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits. Il y a des chiffres? Non, non, pas public, mais c'est énorme. C'est énorme. Comment dire? C'est pas par hasard que le pays a le plus gros ratio entre l'investissement ramené à l'individu, en fait. Au monde, hein, d'accord? Je crois que c'est 528 $, par individu, ce qui est juste énorme. Et donc dans le processus en fait de cybersécurité, comme vous le savez, beaucoup de personnes font l'armée en Israël. Bien sûr. Et comme c'est une priorité nationale, l'armée, et que surtout il y a très peu de personnes qui peuvent travailler dans le domaine. On estime à 1% de la population apte à travailler de façon industrielle dans ce domaine-là. Soit l'armée attend, soit ils vont chercher les individus. C'est ça. Et ils vont les chercher. C'est les unités spécialisées. Oui, non, mais ils vont chercher les gamins. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont scanner les écoles, ils vont faire en sorte d'aller chercher les gamins pour que quand ils arrivent le jour de l'armée, Savrichon, dirigés vers ces unités-là. Voilà. Et donc l'unité étant juste extraordinaire, parce qu'en fait, il faut monter en compétences, ils ont une capacité financière phénoménale, ils touchent à des technologies de leur vie, ils ne pourront plus toucher. Donc tête bien faite, d'accord, bien formée, des idées juste extraordinaires. Il faut voir que l'armée ne dépose pas de brevet. D'accord? Donc ces gamins-là, quand ils sortent de l'armée, c'est des stars. D'accord? Ils sont arrachés. Toutes les entreprises veulent les embaucher. Et pour la plupart, ils disent non. Ils se regroupent à 2-3. Ils ont le droit de réimplémenter une technologie obsolète de l'armée. D'accord, qui a déjà été utilisée. Voilà, mais obsolète.
Mais dans le marché civil, elle est juste extraordinaire, quoi. Donc, des fonds d'investissement, il faut savoir que dans ce domaine-là, il y a plus d'argent disponible que d'ingénieurs sur lesquels... donc, on sort d'unité de l'armée. On a une bonne idée. On montre que voilà, ça tient la route. Bah, les fonds, ils se battent pour investir. Et du coup, ça crée des solutions extraordinaires parce que effectivement, ça a été rodé dans d'autres milieux que le milieu civil. En fait. C'est quoi l'avenir pour la cybersécurité? Quels sont les sujets qui vont être d'actualité, disons, dans les années à venir? Protection des données, protection des personnes, pour vous donner maintenant un avant-goût de solutions, qui pourraient répondre à la question. Donc, ce qui est intéressant, c'est la créativité israélienne associée effectivement à ces technologies. Donc, comme on dit tout à l'heure, comment inhiber par exemple un anti-malware, d'accord? Il y a pas mal de technologies qui permettent, par exemple, de la manière que vous voyez sur les bateaux avec des containers, d'accord? Donc chaque container est indépendant. L'idée, c'est de rendre un poste de travail un container qui est totalement indépendant, de telle sorte que s'il se passe quoi que ce soit, l'information ne peut pas sortir. Et pour qu'elle sorte, il y a une technique particulière qui fait que, donc, du coup, on a isolé. Et donc un poste étant un container, avec un autre container, et ces deux postes sont encore dans un container. Donc on va encapsuler les choses, qui fait que, on va limiter les dégâts. Les protections. Par exemple. D'autres solutions qui sont dans le domaine de l'identification de l'individu. Comment savoir que effectivement, j'ai bien Olivier en face de moi. Donc imaginez, vous faites une transaction avec votre smartphone, d'accord? Vous allez sur, Amazon, d'accord? Vous l'achetez, un appareil photo, et vous le choisissez, vous l'achetez, et puis la transaction est faite. Je vous donne mon smartphone, je vous donne ma carte bleue, je vous donne mon doigt, d'accord? Et vous allez faire la même transaction, elle va être refusée. Pourquoi? Comment on sait alors qu'on est à distance? En fait, il y a des sociétés israéliennes qui sont experts dans le domaine. On va se rendre compte comment on tient son smartphone. L'angle à laquelle j'appuie sur le A est différent du B. La vitesse à laquelle j'appuie, d'accord? De telle sorte que j'ai une empreinte liée à mon fonctionnement. Si je le prête à quelqu'un, il va voir que c'est pas moi. Donc du coup, il y a plein d'éléments qui font que derrière, si toutefois j'ai le bras dans le plâtre, et que c'est quelqu'un qui le fait, mais ce sont des vraies informations, on a d'autres systèmes de protection, par exemple. Donc c'est des systèmes de protection qui sont développés justement dans ce domaine-là pour protéger de plus en plus toutes ces sociétés qui sont sur le marché, Internet, etc. Complètement. Très bien, c'est un sujet en tout cas passionnant, et vous vous occupez en fait de développer ça, de proposer ça aux investisseurs du monde entier? Moi, en fait, c'est une société de conseil. Donc, je suis un pont entre Israël et des sociétés industrielles, pas forcément dans le domaine de l'investissement. D'accord. Dans le domaine technique. Très bien, Stéphane Ayache, merci de nous avoir plongé dans ce domaine et dans ce sujet très intéressant, et de nous avoir donné toutes ces explications sur la cybersécurité. J'espère que j'ai été clair. Merci beaucoup, Stéphane. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de Israël demain.